Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui encourage les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même du business plan. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très particulier parce que au-delà d'être un entrepreneur de 52 ans avec un certain succès, il a un parcours assez exceptionnel, un parcours qui commence dans la violence, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, et qui aujourd'hui rayonne par son humilité, son authenticité, puisqu'il est allé jusqu'à signer son autobiographie de son propre nom, et donc exposer son passé tumultueux à une communauté qui le connaît peut-être sous un autre visage. Et donc, je vous invite à écouter avec attention l'interview de Joël de Meist, qui a écrit Tu ne sauras jamais rien, un livre autobiographique qui décrit justement une enfance très difficile, mais qui ne l'a pas empêché aujourd'hui d'être un entrepreneur à succès avec énormément de projets en tête et qui nous apprend pas mal de choses sur la résilience, sur cette foi en quelque chose de plus grand que notre histoire. On dit souvent que l'on peut réaliser quelque chose de plus grand que soi. Ici, je dirais que Joël a réussi à réaliser quelque chose de plus grand que son histoire, qu'il est toujours en train d'écrire. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter le témoignage et l'histoire de Joël. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur la petite cloche, en mettant un pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à Joël. Vous trouverez en dessous de cette vidéo l'ensemble des canaux de communication de Joël et qui est à suivre avec grand intérêt puisque ses projets futurs seront dans le domaine artistique. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, salut. Eh bien, bonjour Joël, comment vas-tu aujourd'hui? Salut David, je vais très bien. En tout cas, merci de ton intérêt. Écoute, c'est moi qui te remercie parce qu'évidemment, avec la sortie d'un livre, j'imagine qu'il y a d'autres obligations et un agenda qui se remplit. Je le disais en introduction avant l'enregistrement de cette interview, c'est la magie des réseaux aujourd'hui. Il y a 3 semaines, je ne connaissais pas ton parcours ni ton livre et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de pouvoir le lire et de pouvoir t'interviewer justement dans ce podcast qui veut justement remettre la santé au cœur même du business plan et donc je suis impatient d'avoir ton témoignage. Alors, est-ce que tu me permets de revenir un tout petit peu sur ta carrière, étant donné que ton livre Tu ne seras jamais rien est ta biographie, donc on ne va pas ici dévoiler les secrets de cette autobiographie que je recommande vivement, mais est-ce que tu me permets de revenir sur quelques éléments clés? Bien sûr, Ok. je t'en prie. Donc, alors, en introduction, avant même d'aller dans le cœur du sujet qui est la santé, ton livre est sorti en avril 2021, donc il y a quelques mois. J'aurais une question parce que ça me permettra d'être beaucoup plus à l'aise avec toi par après. Le fait d'avoir écrit ce livre, ça a été pour toi d'abord une thérapie. Oui, Ensuite, tu l'as fait relire et ton entourage t'a vraiment recommandé de le publier. Bon, de ça publier. devait être mentalement, émotionnellement une étape supplémentaire. Mais maintenant, Tout à fait. après quelques mois de vie de ce livre, comment ressens-tu le fait d'être finalement à nu devant des inconnus, des lecteurs? Il y a 3 semaines, je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression de m'immiscer dans ta vie privée. Je vais te poser des questions qui pourraient quelque part me mettre mal à l'aise parce que c'est ta vie, mais en même temps, tu ne me l'as pas raconté lors d'une soirée. C'est publié. Donc, comment tu te sens face à ça aujourd'hui? Ben, ça va, mais c'était effectivement mes premiers blocages, hein, parce qu'il faut savoir que ce livre, je l'ai écrit il y a déjà pas mal de temps et je ne l'ai sorti que, comme tu l'as dit, au mois d'avril, je pense. Euh, je l'avais déjà sorti en version électronique, mais pas en version papier. Et effectivement, il y avait le syndrome de l'imposteur, mes blocages, le fait aussi de me dévoiler au public qui me faisait un petit peu peur, je pense, et qui a fait que bon, j'ai traîné. Sinon, le livre était écrit déjà depuis pas mal de temps.
Maintenant, aujourd'hui, ben, ça va, je m'y suis fait. Ça a pris une tournure que je ne pensais pas non plus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur les livres qui ont été déjà achetés et d'autres, ça prend une tournure vraiment exponentielle. Je n'imaginais pas ça. Apparemment, je touche pas mal de gens. Beaucoup de gens me disent qu'ils se retrouvent un petit peu dans mon histoire, en tout cas sur certains moments de mon histoire, peut-être pas tout. Et voilà, et donc j'en suis très content parce que si je peux peut-être aider des gens, c'était le but au départ, puisqu'au départ, comme tu l'as dit, c'était mon autothérapie, faire le pardon avec mon passé et tout ça, avec mes parents, mon père qui s'est suicidé, enfin toute mon histoire qu'il y a eu derrière. Et finalement, ben, beaucoup de gens m'ont dit non, non, tu dois absolument sortir ce livre, enfin le faire éditer. Ça pourra aider pas mal de gens ou de jeunes en décrochage, ou comme tu l'as dit, des entrepreneurs qui ont peut-être aussi, on a tous nos blocages. Tu sais, notre plus grand saboteur, c'est nous-mêmes. Hein, on dit toujours, c'est pas les autres, hein, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Donc voilà, oui, ça prend une chouette tournure. Ça va sûrement, comme on m'a dit, tu as mis un doigt dans l'engrenage, ça va amener d'autres choses, on verra. La preuve, une interview avec toi. Ben oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on le revoit souvent, on l'entend et on le lit souvent dans ton ouvrage. Il faut oser. Et c'est vrai que tu as osé à de nombreuses reprises, mais à chaque fois qu'on ose, ben, on ne sait pas ce que ça va nous réserver. Donc c'est à chaque fois, je dirais, un risque. Hein. Et ici, il était un peu autre, puisque, comme tu le dis, c'est faire une thérapie sur ton passé, qui est quand même, pour moi qui suis dans la santé, qui n'est pas du tout le même parcours, parce que j'ai eu une enfance non pas doré, mais tout ce qu'il y a de plus banal, aucune violence. Et quand on commence les premières pages de ton livre, on voit effectivement que tu as vécu des violences physiques, émotionnelles et mentales vraiment intenses. Et quand on sait dans le parcours d'un enfant comment il se construit, ben, toi, ton environnement, il était ben, entouré d'une maman pervers narcissique qui aujourd'hui ben, est apaisée dans ton cœur parce que tu l'as dit à la fin, tu as pu faire justement ton autothérapie qui a fonctionné, un père qui était rêveur jouet, qui t'a donné un petit peu de rêve quelque part, mais qui t'a abandonné avec, comme tu l'as dit, son suicide, pardon. Et si je reviens maintenant sur ton parcours sportif, puisque c'est un peu la thématique du podcast, hein, c'est de remettre la santé au cœur même du business plan. Si je reprends les mots-clés de ton parcours sportif, à 10 ans, tu commences ta première compétition de natation dans la catégorie naturiste suite à un événement dans le home Les Cailloux. À 15 ans, tu intègres une équipe de sport automobile en devenant apprenti chez Mercedes, qui est quand même une équipe de haut niveau. Et à 20 ans, tu es, selon tes dires, devenu un expert de la souplesse. Je cite, la tôle ne m'a pas tué, mais m'a ouvert les yeux sur ma grande capacité d'adaptation. Cette souplesse m'a ouvert les yeux. Donc là, tu étais vraiment à un niveau sportif extraordinaire, qui finalement s'est malheureusement arrêté durant ta carrière dans le sport à haut niveau militaire, puisque malheureusement, suite à plusieurs blessures inopinées au doigt, puis au dos, tu as dû mettre un terme à ta carrière de grand sportif. Trêve de plaisanterie, ce n'est justement pour ne pas révéler les pépites de ta Mais notoriété. tu m'as eu parce que je pensais que tu allais arriver sur un. Je dis là, donc tu m'as bien eu. Voilà. Et donc, mais justement, avec toute cette relation particulière que tu as eue avec la maman, parce que ta maman, ben, c'est quand même la première source de réconfort, elle te réconfortait face à l'extérieur, mais à la maison, effectivement, c'était très violent. Comment est-ce que tu vivais jusqu'à l'âge adulte cette relation avec le corps? Parce que ben, tu recevais énormément de violence par rapport à la douceur. À l'école, ben, tu t'exprimais évidemment avec la seule chose que tu connaissais. Mais durant ces années en tant que garçon, adolescent, quelle relation avais-tu avec le corps, le physique, l'effort physique? Mais écoute, j'étais pas très sportif étant plus jeune, ça m'intéressait pas. Alors oui, j'ai un peu essayé, comme tout le monde, un petit peu de sport, de karaté, de judo, enfin, on est tous passés par là. On achète surtout le kimono, et puis après, bon, ben, ça coûte plus d'argent aux parents qu'autre chose. Donc oui, au niveau de sport, non, j'ai vraiment jamais aimé le sport, même à l'école. Disons que oui, j'aimais le sport à l'école parce que ça me permettait de ne pas devoir étudier, parce que
voilà, j'étais pas très bon, ou en tout cas intéressé, pas bon, mais intéressé par les études. Donc au niveau du sport, c'est venu vers le tard. C'est ça. Aujourd'hui, effectivement, je suis très sportif, mais à l'époque, Et, pas vraiment. et pas vraiment parce qu'il y avait vraiment une difficulté avec ce corps qui était meurtri, ou c'est parce que tu avais d'autres choses en tête et que c'était plutôt la survie? Oui, c'était plutôt, j'avais d'autres choses en tête, c'était plutôt de survivre, de m'en sortir, de partir le plus tôt de chez moi, de ma mère, et réussir ma vie tout simplement. Alors réussir ma vie, j'entends réussir ma vie professionnellement, puisque j'avais lié le fait, je l'ai su par après, vers le tard, que le manque d'argent risquerait de me tuer quelque part, de mourir, puisque mon père s'est suicidé dû au fait qu'il a tout dépensé dans les casinos et qu'il s'est ruiné. Et forcément, ben, j'ai lié le fait, si j'ai pas d'argent, ben, je risque de mourir à l'âge de mon père, qui était très jeune d'ailleurs. Et donc, je me suis mis dans une quête boulimique à réussir ma vie. Je ne savais pas comment, puisque j'étais un autodidacte, je n'avais pas fait d'études. Je n'ai toujours pas fait d'études d'ailleurs, mais il fallait absolument que je trouve une manière d'accéder à cette abondance pour ne pas suivre le chemin de mon père. Tout à fait. Tout à fait. Donc, cet aspect-là, justement, de prendre soin de sa santé, mais tu étais à milieu de cela étant plus jeune, c'était la survie, comme tu le disais. Au niveau de la santé, je ne sais pas si étant enfant, adolescent, tu avais plutôt une santé de fer ou si tu étais plus ou moins malade, mais avec le temps, enfin malade comme chaque enfant, hein, chaque adolescent, on fait des petits trucs à gauche, à droite, mais parce que quand on lit ton biographie, on voit effectivement que la douleur et je dirais la faiblesse était plutôt liée à l'angoisse, que tu as justement monté à un certain niveau puisque tu en es même arrivé à faire des crises d'angoisse. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait travailler à un moment et tu l'as fait. Maintenant, ta première vision de ta santé qui dégringolait, c'était lorsque tu as vu dans le miroir que de par ta consommation de drogue, ta santé avait vraiment un impact important. Et puis, tu as eu un deuxième effet miroir, c'est quand tu as vu que tu t'es épuisé face à une personne toxique qui était finalement plus forte que toi au niveau de l'emprise. Et puis, il y a vraiment une phrase qui m'a interpellé, puisque c'est mon domaine, mais ici, c'est quelque chose qui a vraiment été en grand dans ton livre. Alors que tu étais un grand consommateur d'alcool et de cigarettes, tu cites un proverbe tibétain qui dit je l'avais retenu, mais je ne suis pas journaliste et du coup, je suis un peu sous pression. Moi de tête, je sais. Voilà, si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu ne l'auras pas à l'entendre crier. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé intérieurement quand tu t'es rendu compte que là, finalement, tu avais une certaine réussite professionnelle qui se profilait, mais comme tu disais il y a un instant, il fallait de l'argent pour réussir, mais l'argent et une santé, je dirais, qui s'effilochait, ben, ne t'auraient pas aidé. Tout à fait. En fait, j'étais plutôt dans l'autodestruction, on va dire ça comme ça, de mon corps, de ma santé, sans le savoir à l'époque, bien entendu, mais à partir du moment où tu tombes dans des addictions de cigarettes, d'alcool, de drogue ou que sais-je encore, effectivement, c'est une fuite. Alors, j'avais d'un côté la réussite sociale, financière, et au plus je réussissais, puisque c'était mon Graal, c'était mon rêve, c'était de réussir, eh bien, c'est avéré qu'au plus je réussissais dans les affaires, au plus je tombais dans l'autodestruction, et donc je tombais dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Pourquoi? Sans doute parce que je n'acceptais pas et je ne pensais pas que cette réussite allait continuer, pérenniser. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est un rêve qui va s'arrêter demain. Et donc, j'étais boulimique d'un côté le travail, et de l'autre côté, comme je travaillais, ben, je ne prenais pas de temps pour moi, au risque de faire un burn-out, comme tout le monde. Et à ce moment-là, ben, je plongeais, une fois que j'avais terminé mes affaires le soir, je plongeais dans l'alcool, dans les bistrots, dans les mauvaises fréquentations des fois qui m'ont amené sur les chemins de la drogue et d'autres addictions. Et voilà, donc là, forcément, je détruisais de plus en plus ma santé sans m'en rendre compte, jusque comme tu l'as dit, à un moment donné, j'ai cette résilience à chaque fois arriver au bord du gouffre, pardon, et de là dire stop, il faut que j'arrête, il faut que je me reprenne. Et c'est ça qui était
très interpellant et inspirant dans ton livre parce que tu n'as pas eu justement dans ton enfance ce sport qui, comme dans certaines histoires, t'a permis de trouver un exutoire, d'éliminer cette rage, cette colère qui est tout à fait légitime. Et donc, tu l'as eu dans les addictions. Qu'est-ce qui a fait au moment où ça aurait pu basculer dans une addiction, non pas irréversible, mais irréversible par toi-même, parce que si j'ai bien compris dans ta biographie, dans ton livre, c'est à chaque fois le miroir qui t'a dit, Joël, là, tu vas trop loin. Est-ce que tu te rappelles de ces moments où tu es vu et tu as été tiraillé d'un côté par le succès que tu avais peur de perdre, hein, ce n'était pas acquis, et le succès que tu aurais pu perdre en te brûlant? Oui, ben, des déclics. Des déclics, des espèces de, je ne sais pas comment je peux dire, mais des prises de conscience à chaque fois. Par exemple, pour la drogue, pour la cocaïne, par exemple, où j'en prenais de plus en plus, avec les mauvaises personnes qui m'entraînaient là-dedans, forcément, qui eux, de leur côté, ben, ils ne faisaient pas grand-chose de leur vie. Moi, par contre, il fallait bien que le matin, je me lève, j'aille ouvrir mes magasins, puisque j'avais plusieurs magasins en même temps. Et c'est en descendant dans l'ascenseur, à un moment donné, un jour, où je me vois dans le miroir, et je vois que mes dents commencent à devenir grises, légèrement transparentes, comme la personne qui m'avait fait tomber, on va dire ça comme ça, entraîné dans cette drogue-là. Et je me rendais compte, je commençais à devenir blanc, livide, et à lui ressembler. Et là, j'avais cette prise de conscience à chaque fois de lui dire stop, il faut que j'arrête. Et du jour au lendemain, j'ai cette capacité à stopper du jour au lendemain. En fait, je suis quelqu'un de radicaliste. C'est ça. Donc, je vais dans le radicalisme et dans les deux sens. Je peux toucher le haut comme le bas. Et à un moment donné, quand j'ai cette prise de conscience, je dis stop. Et là, je reviens plus en arrière. C'est arrivé comme ça des années plus tard, puisque c'est à 50 ans que j'ai complètement arrêté l'alcool et la cigarette en 6 mois de temps, avec aussi de la lecture psychologique comme Alan Kerr ou des choses comme ça, qui m'ont permis de prendre conscience. Et là, une fois que j'ai décidé, c'est parti, je vais au bout des choses dans ce côté radical aussi, où là, je ne touche plus vraiment, plus une goutte d'alcool, forcément, aujourd'hui. Voilà. Clairement, parce que c'est ça qui m'a surpris aussi dans ta biographie, c'est que cette révélation est venue avant les lectures. Et finalement, tu as eu ce déclic, tu as mis en action, et puis finalement, grâce à cette mise en action, tu es venu à rencontrer éventuellement les bonnes personnes ou les bonnes occasions qui t'ont fait grandir, mais tu les as pris et à un moment dans ton livre, tu parles de on ne peut pas se faire tout seul, mais en même temps, comme je le dis souvent, la vie, c'est un sport individuel que l'on pratique en équipe. C'est-à-dire que le matin, tu es seul pour te botter les fesses pour aller au travail. Oui. Et donc là, ce qui est particulier, c'est que tu as pu te botter les fesses seul, et puis justement, tu as profité de l'équipe, ou en tout cas, tu as accepté l'aide des personnes qui sont arrivées, qui t'ont proposé, justement, les lectures, hein, puisque tu lis très bien à un moment que le seul livre que tu avais lu, c'était de… Mesrine, au départ. Voilà. Mais qu'après, voilà, tu avais augmenté ta bibliothèque. Et donc, justement, cette crise d'angoisse qui t'a rendu extrêmement, d'autant plus stressé parce que tu avais l'impression de faire un AVC, tu vas voir un médecin qui, là, te propose une prescription hallucinante, une détox émotionnelle, quitte ton épouse. Alors, j'ai jamais entendu un médecin qui faisait ce genre de prescription. Et là, ça a vraiment changé. Tu sens que, parce qu'au-delà de la relation, je pense que tout le monde, tout homme et femme, a eu un moment besoin de rompre une relation toxique, mais chez toi, c'était vraiment très intense parce qu'il y avait des relations justement avec tes dépendances émotionnelles, d'addiction. Donc là, tu sens que à ce moment-là, il y a eu un changement, je dirais, oui, dans ta vie, mais en toi, est-ce qu'il y a eu un moment, une guérison, ou en tout cas un switch, un déclic? Il y a eu un déclic quand j'ai réussi à quitter cette personne toxique. Comme je dis toujours, on tombe toujours sur plus fort que soi. Je pensais que ça viendrait d'un homme, ben non, c'est venu d'une dame, d'une femme. Je pense qu'elle était là dans ma vie, dans cette rencontre aussi, pour me faire avancer. Donc je la remercie aujourd'hui. J'ai pas de souci avec ça. Je n'ai aucune rancœur sur personne parce que je sais que chaque rencontre est là pour nous faire avancer et prendre conscience de certaines choses. C'était aussi mon miroir quelque part.
j'étais aussi comme elle avant. Et donc forcément, j'ai rencontré plus fort que moi pour me faire prendre conscience de ça. Mais quand j'ai réussi à enfin me libérer de cette personne, je me suis senti vraiment libéré. Et c'est là que ça m'a permis de changer, d'avancer, d'aller vers le développement personnel, comme j'en parle. Et aujourd'hui, je ne suis plus le même homme qu'avant. Je dis, c'est un petit peu comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Joël jusqu'à 50 ans et le Nouveau Joël après 50 ans. Donc voilà, c'est une résurrection, je vais dire, une nouvelle vie qui commence. Tout à fait. C'est marrant que tu dis ça parce qu'au moment où tu parlais, j'allais justement te poser la question, est-ce qu'il y avait un ancien Joël? Parce que voilà, il faut vraiment lire ta biographie et ce livre, tu ne sauras jamais rien, parce qu'on comprend tout le cheminement effectivement de ta vie, à quel point ça devait être difficile de passer à travers ces différentes étapes. Et puis, il y a une autre phrase, effectivement, qui est marquante dans ton livre, malgré qu'il y a énormément de citations qui permettent justement d'illustrer ta biographie qui est vraiment pertinente. C'est la citation de Oscar Wilde, hein, le but de la vie est le développement personnel, parvenir à une parfaite réalisation de sa nature, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est déjà une question que tu te posais, étant enfant. Au tout début de ton livre, tu dis, comme tous les enfants, je me posais la question, mais quel est mon but? Tout à fait, tout à fait. Je me suis toujours dit depuis tout petit, depuis tout jeune. Il faut savoir que je venais d'une famille où, du côté de mon père, c'était des artistes, puisque mon grand-père était cinéaste d'après-guerre. Il a fait à peu près 50 films. Le dernier a été fait en 66 à ma naissance. Et donc, moi, j'ai connu mes grands-parents, mais déjà sur la fin. Ma mère me parlait toujours de mes grands-parents. Et justement, ils étaient dans cette abondance et tout, mais c'était des joueurs de casino eux aussi. Et donc, ils dépensaient beaucoup d'argent, c'était des bons vivants, ce qui leur ont malheureusement fait perdre tout aussi. Et quand moi je suis né, elle m'a donné cette envie d'abondance, mais je ne l'avais déjà plus, moi, en naissant, puisque j'étais avec ma mère. Mon père, il s'était séparé, mon père s'est tué après. Et donc, ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants, avec mes 2 sœurs et moi. Et tout petit, je me disais, mais je ne suis pas venu ici sur Terre juste pour ça, juste pour grandir, aller à l'école, travailler et puis crever tout simplement. J'avais l'impression que j'étais venu pour faire autre chose que ça. Donc, je ne savais pas quoi. Je ne sais toujours pas quoi encore aujourd'hui. Attention, hein, j'ai pas fini, la vie n'est pas finie. Mais en tout cas, je ne me sentais pas comme la plupart des gens, résigné à être comme beaucoup de gens. J'accepte ce qui vient. Sans sourciller, il me fallait toujours plus. Et c'est pour ça que peut-être j'ai touché à toutes les bêtises que j'ai faites, mais c'est parce que j'avais ce besoin de me brûler les doigts, d'aller au bout des choses pour voir ce qui se passe derrière à chaque fois et de me dire peut-être que je vais trouver ma voie comme ça. Et voilà, oui, c'est… Oui, parce que quand on voit un peu ta carrière professionnelle, on voit que parfois tu avais certains business qui auraient pu te dire, bon ben voilà, j'ai trouvé quelque chose, je vais stabiliser, hein, ne prends pas de risques. Non, l'envie, je dirais pas l'envie, c'est pas spécialement ce que moi j'ai ressenti dans ta biographie, ce goût du risque pour aller chercher l'adrénaline, mais c'était vraiment se dire, non, là je suis pas satisfait, c'est pas ça que je veux faire, je veux pas vendre du détergent toute ma vie, et faire en sorte que les gens aient l'impression d'acheter le détergent qui va révolutionner leur vie. Je sentais qu'au niveau personnel et au niveau honnêteté, parce que tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, ce n'était pas spécialement le message que tu as envie de faire passer à travers ton business, ce n'était pas suffisant. Donc, tu as continué à chercher finalement pour trouver un business dans lequel tu pouvais… Oui, voilà. Grâce à une rencontre, comme je l'explique dans mon livre, je suis tombé sur un produit qui m'intéressait, l'horlogerie, la montre, puisque ça, c'est quand même quelque chose que j'aime. Donc, je dis toujours, c'est plus sympa de vendre ça que des fruits et des légumes, même si j'ai rien contre les fruits et les légumes, bien sûr. Mais voilà. Je dis pas que c'est ma vocation non plus, parce que je pense que je vais encore faire d'autres choses, comme peut-être aujourd'hui du coaching ou d'autres voies. J'ai envie d'aider les gens, ça c'est très important aujourd'hui. J'ai envie je suis parti en Afrique par exemple avec une amie pour une action humanitaire, d'où je reverse d'ailleurs tous les bénéfices du livre à cette ASBL. J'ai envie de faire encore autre chose aujourd'hui parce que je pense qu'on est là pour
quelque chose de plus précis que ça. Et la vente, bon oui, c'est très bien, c'est alimentaire, j'en ai fait le tour. Aujourd'hui, je délègue de plus en plus à mon fils cette dure tâche, qui est quand même sympa à faire, hein, parce qu'il aime bien ça aussi, pour me consacrer à d'autres choses. Mais voilà, on verra. On verra, peut-être ce livre va ramener à ça, je n'en sais encore rien, mais oui, effectivement, je ne voulais pas faire toute ma vie vendre des détergents ou travailler dans la restauration comme je l'ai fait au début. Je sentais qu'il fallait quelque chose de mieux que ça encore, sans savoir exactement. Comme mon fils m'a dit un jour, papa, à mon âge, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je lui ai dit, rassure-toi, je lui ai dit ça à 52 ans, je lui ai dit, rassure-toi, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie encore aujourd'hui non plus. Ouais. Voulant dire que rien n'est figé, on n'est pas un arbre, on n'est pas, voilà, on peut faire plein de choses encore aujourd'hui. Pourquoi pas aller vers le théâtre? J'ai fait du théâtre, de la chanson parce que j'ai pas mal chanté dans mes plus jeunes années. J'aime chanter, j'aime continuer à chanter encore aujourd'hui. Pour l'instant, c'est en touriste, comme je dis, mais voilà, je ne sais pas où la vie va encore me mener, mais je reste ouvert. Je reste ouvert à la vie et je dis oui à la vie tout simplement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on m'appelle Yes Man puisque je dis oui à tout, tant que ça reste dans mes valeurs, bien entendu. Tout à fait, et tu l'as dit à plusieurs reprises dans ta biographie, c'est oser qui est vraiment important. Je me souviens d'une des premières notes, oser, risquer et de sortir du confort. C'est dans toutes les toutes premières pages, lorsque l'on passe un peu très vite de cette période très difficile à lire, parce que je suis un papa, j'ai 2 enfants. Quand on lit un petit peu tes premières pages, j'avais l'impression que les premières pages, c'était déjà 15 ans de ta vie, et puis tu parles de ton âge, et là, tu n'en avais encore que 9 ans. Tu te dis qu'à 9 ans, tu avais connu plus de souffrance que moi en 45 ans. Donc voilà, en tant que papa, ça se dit waouh. Mais tu mets quand même que là, il faut pouvoir oser, risquer l'inconfort. Et effectivement, tu es un très bon exemple, très inspirant de se dire, tant qu'on ose et qu'on garde cette envie d'apprendre, on peut aller vers un mieux. Et du coup, c'est finalement assez tard hein, que tu tombes sur donc autour des années 2018-2019, autour de ces livres de développement personnel, en lisant Les 5 blessures, en lisant finalement Alan Carr, Secret d'un esprit millionnaire. C'est là que tu décides effectivement que ta santé doit passer en priorité. Ça t'aide à avoir des idées plus claires, plus d'énergie. Tu remplaces l'apéro du soir par le sport. Quel a été justement ton état d'esprit à l'époque où je dirais, quelle vision avais-tu à l'époque de ta santé? Tu t'es dit, là, j'ai intérêt à me bouger les fesses parce que sinon ça va dans le mauvais sens, ou tu te dis, bon, là, je suis un peu entre les deux. Quel était ton état d'esprit pour changer cet apéro en sport? Écoute, tout simplement, c'est arrivé, le switch est arrivé à 50 ans, quand j'ai arrêté mes addictions, et je me suis dit, tu sais, on a tous des anges qui nous protègent, mais peut-être qu'ils vont se mettre en congé d'ici quelques temps, ils seront peut-être pas toujours là pour moi. Et à 50 balais, comme je dis, j'ai eu cette prise de conscience, donc je me suis intéressé au développement personnel grâce à mon ex-compagne qui m'a initié là-dedans. La rencontre avec Élise Bourbeau, puisque je l'ai rencontrée quand elle est venue en Belgique pour un séminaire. Et c'est là que j'ai eu ce switch. Et quand j'ai arrêté mes addictions, il fallait bien que je la remplace, parce qu'on dit toujours quand on arrête des addictions, on les remplace forcément par d'autres. Bien sûr. Alors autant les remplacer par des choses quand même plus saines. Bon, il ne faut pas arriver dans la boulimie du sport non plus, c'est pas bon non plus. Mais j'ai commencé, oui, au départ, à être boulimique, c'est-à-dire j'allais 3 heures par jour, 7 jours sur 7, à faire du sport, comme s'il fallait que je crache toutes ces toxines que j'avais en moi accumulées depuis pas mal, depuis plus de 40 ans, puisque j'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans, et pas qu'un paquet par jour, puisque vers la fin, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour, plus l'alcool et tout ça. Donc j'avais quand même, effectivement, puisque tu le disais au début, j'avais quand même une santé de fer. Donc j'ai toujours une très bonne santé de ce côté-là. J'ai jamais été même essoufflé. Les médecins me disaient quand on faisait des tests, c'est pas possible, tu fumes autant et tu as vraiment une bonne santé, tu as un bon souffle et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, peut-être ça va pas durer. Après 50 ans, les bobos vont arriver, comme on me dit. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main. Et là, je me suis tourné, oui, effectivement, vers le sport. Alors aujourd'hui, je suis plus cool. Je vais 3 fois par semaine. C'est déjà pas mal.
Mais au départ, effectivement, il fallait que je change et que je fasse un maximum de sport et que je reprenne ma santé en main, ce que je fais aujourd'hui, même dans l'alimentation, par exemple. C'est ça. Et justement, entre le moment où tu as eu ce déclic et aujourd'hui, tu te sens plus jeune? Oui, tout à fait. Je me sens plus jeune, mais c'est surtout au niveau mental, parce que tu le sais, je ne vais pas te l'apprendre à toi, le sport, c'est aussi beaucoup le mental. Et je suis beaucoup plus positif aujourd'hui. Bon, il y a le développement personnel, il y a tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, avant de me fâcher, il faut se lever tôt. Comme je dis toujours, parce que rien ne me fâche. Mais non, mais c'est parce que voilà, je vois la vie sur un autre angle aujourd'hui, sous un autre angle. Avant, ben oui, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a le temps, par exemple. Le temps ne joue plus, n'a plus d'emprise sur moi. Et si vraiment il fait mauvais pendant 2 mois et que j'en ai marre, je prends un ticket d'avion, ben, je vais au soleil. Donc voilà, j'essaye de donner ça autrement. Mais effectivement, le sport m'a amené beaucoup au niveau mental. Au niveau mental. Ça, c'est vrai. On est fier quand on fait du sport comparé à beaucoup de gens qui ne tiennent pas dans la durée. On commence à être fier de soi-même. Oui. Et là, c'est bien pour le mental. Donc oui, forcément, le sport m'a appris beaucoup là-dessus. M'a apporté beaucoup. Oui, c'est très inspirant ce que tu dis parce que, encore une fois, je n'ai pas du tout eu la vie que tu as eue en tant qu'enfant. J'ai toujours été dans le sport, j'ai toujours été dans une alimentation saine. Et quand on t'entend débuter vraiment le sport à 50 ans, et quand on t'entend dire que le sport t'a amené une force mentale, alors que quand on lit ton livre, on a l'impression qu'en fait, c'est ça qui t'a tenu, parce qu'il faut quand même survivre et garder un esprit sain. Je lisais récemment la définition de la folie, parce qu'on a un peu l'impression que le monde aujourd'hui tourne un peu dans la folie, mais tu aurais pu virer à plusieurs reprises dans la folie. Et si à 50 ans, le sport t'a amené une certaine force mentale, une certaine fierté de toi-même, là, je veux dire, c'est le meilleur slogan qu'on pourrait avoir en tant qu'expert santé, c'est d'avoir ton témoignage. Et donc, aujourd'hui, si je peux me permettre, on va passer alors à la deuxième partie de cette interview. Aujourd'hui, justement, libéré de ces addictions, tu pratiques le sport, la musique aussi, le théâtre, qui pour moi fait partie de la santé, hein, parce que la santé, elle est vraiment très large. Pourrais-tu partager avec nous un peu ce que tu fais au quotidien? Tu parles du sport, tu m'as dit 3 fois par semaine. Je me base beaucoup au niveau du coaching par rapport à un de mes mentors qui est Paul Check et qui parle des 4 docteurs intérieurs. Donc, on peut s'adresser à docteur repos, docteur menu, docteur mouvement et docteur bonheur. Si on devait te demander, tiens, ton docteur repos à toi, que fais-tu pour te vider l'esprit, pour diminuer la pression, pour te régénérer? Qu'est-ce que tu nous dirais au quotidien comme ça? Tu parles de mes routines, quoi, en gros. Oui. Voilà. Bah, écoute, elles sont simples. Le matin, une fois que je suis réveillé, je me fais en général, par exemple, au niveau de la nutrition, chose que je ne faisais pas avant. J'avais toujours très difficile à manger des légumes, par exemple. Aujourd'hui, encore un petit peu, parce que je suis un petit peu fainéant. Donc, je fais des jus de légumes le matin que je bois et qui sont bons pour ma santé, puisque voilà, ça comporte pas mal de nutriments à ce moment-là. Le sport, hein, donc ça, c'est en général, oui, 3-4 fois par semaine, je vais au sport, entre 2 et 3 heures. Fitness, cardio, muscu, un peu de... Oui, c'est plutôt musculation et fitness. Ouais. Oui. Okay. Un peu de cardio, mais plus le dimanche matin, je vais faire en général 50 km de vélo. Ça, c'est tous les dimanches en plus, ou de la marche pour m'aérer en fonction du temps. Chanter, je te l'ai dit, j'aime bien chanter, donc j'ai un studio chez moi. J'ai la chance d'avoir une grande maison, j'ai pu faire mon studio avec tout ce qu'il faut, et donc là, je chante pas mal. Quelles sont tes inspirations en chant? Alors, c'est du rock français. Beaucoup de Johnny, parce que j'ai toujours bien aimé Johnny. J'ai un peu sa voix, enfin, j'ai malheureusement un don d'imitateur, et ça fait que quand je chante du Johnny, je ne peux pas m'empêcher de dévier vers l'imitation, et d'autres chanteurs d'ailleurs. Bon voilà, maintenant il va falloir que je trouve ma propre, disons, ma propre couleur au niveau de la voix, puisque j'ai une amie que tu connais, hein, qu'on a en commun, Valérie, qui m'a fait le plaisir d'écrire une jolie chanson sur le thème de ma vie et de mon livre.
Maintenant, bon, on trouve des compositeurs qui sont en train de composer la musique et donc on va sûrement sortir, enfin, on va pas sûrement, on va sortir une chanson en plus que j'interpréterai moi-même et qui sera un petit peu sûrement dans la veine de Johnny, enfin du rock français. C'est ça, génial. Donc, voilà ce que je fais pour l'instant, mais tu sais, moi, il n'y a rien de figé chez moi. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas justement les routines, à part les routines bien-être, le sport, le reste, je voyage pas mal. J'ai un appartement en Espagne, donc je vais souvent faire des allers-retours pour me régénérer au soleil près de la mer, parce que c'est important pour le mental aussi. Ça. Voilà, c'est basique, on va dire. Voilà. C'est basique, mais tu as pu trouver finalement un équilibre aujourd'hui. Après 52 ans d'expérience, tu sais de quoi tu as besoin. Tu peux anticiper justement quand tu sens que là, parce que bon, tu es le yes man, mais n'empêche qu'il y a quand même un business à gérer. Il y a quand même des aléas de 2 ans de pandémie, donc fatalement, c'est pas évident. D'ailleurs, petite question. Par rapport à cette remise en question, la pandémie est arrivée à peu près en même temps. Un peu plus tard. Ok, donc c'était un peu avant. Et malgré ça, le changement au niveau de l'environnement économique ne t'a pas mis une angoisse, n'a pas ramené les angoisses du passé? Écoute, ça aurait pu, puisque j'avais la peur du manque. Moi, j'ai eu la peur du manque toute ma vie. C'est pour ça que j'ai amassé et toujours amassé de l'argent, comme nos grands-parents faisaient. On dit mettre en dessous du matelas. Jusque quand j'ai lu Élise Bourbeau, un de ses ouvrages où elle parlait justement de ça, et que la peur de perdre fait perdre en général. Et j'ai compris que l'argent était une énergie et que donc au plus je le remettais dans le circuit, au plus ça me rapportait. Et donc, j'ai perdu, par des séminaires que j'ai été faire aussi, j'ai compris que c'était la peur du manque, mais qui était liée à mon père, à la peur de mourir. Et quand j'ai pu guérir ce genre d'angoisse, on va dire ça comme ça, j'ai plus peur du tout. Et c'est quand je suis parti à mon voyage, quand j'ai fait le voyage au Togo avec une amie, où là, je me suis rendu compte que là-bas, ces gens-là, ils n'ont rien. Ils font 5 km le matin, les enfants, pour aller chercher de l'eau qui n'est même pas potable. Et ces gens-là ont toujours la banane. Quand je suis revenu en janvier et la pandémie, qui n'en est pas une pour moi, enfin bref, le Covid est arrivé au mois de mars, je pense. Et donc, on a été confinés, moi et mon fils, à la maison. Et mon fils m'a posé la même question que toi. Papa, d'habitude, tu serais angoissé. Ça fait 2 mois que le magasin est fermé, que nos affaires sont à l'arrêt. Et tu as l'air toujours d'être souriant. Et j'ai dit, mais comment je pourrais m'angoisser alors que ces gens qui sont là-bas, où j'ai toujours des contacts avec eux en Afrique, ils ont toujours la banane. Eux, ils ont aussi, bien sûr, le Covid. Et ils sont toujours souriants. Comment moi, en tant qu'Européen, en Belgique, où on a des aides de l'État, même si elles sont maigres, on a une maison, on a un toit, on a quand même de l'argent derrière soi, on a à manger tous les jours. Comment je pourrais, je serais honteux de me plaindre. Oui. Et c'est là qu'on a dit, ben oui, c'est que le travail que tu as fait sur tes peurs du manque ont porté ses fruits, puisque oui, effectivement, je n'ai même pas eu peur, je n'ai pas eu d'angoisse. Alors si, il y a eu des petites angoisses qui sont passées comme pour tout le monde, mais je les chassais automatiquement et tout s'est bien passé. Donc non, effectivement, ça s'est bien passé pour ça aussi. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, si tu veux, ce que ce voyage en Afrique m'avait apporté. Parce que quelques temps avant, je me posais la question, bon, j'ai été aider les enfants, comme les autres dans ce voyage, mais je ne voyais pas ce que ce voyage m'avait vraiment apporté intérieurement, si ce n'est de faire un chouette voyage avec des belles rencontres. Et c'est grâce, entre guillemets, à ce confinement où je me suis vraiment rendu compte que oui, voilà ce que ça m'a apporté. C'est cette prise de conscience que oui, effectivement, je suis guéri aussi de ça, de cette peur du manque. Mais en même temps, tu n'es pas parti dans l'extrême, parce que dans ton livre, on voit bien que l'influence de ton ex-compagne, justement, qui t'a amené vers le développement personnel, avait cet aspect un peu trop bisounours que tu ne supportais pas. C'est pas parce que tu avais la banane que tu restais à tourner les pouces en disant bah, ça passera, c'est que 2 semaines. Donc, tu étais quand même dans l'action. Donc, ça, c'était important de se dire on peut guérir sans passer dans les extrêmes.
tout à fait. Tout à fait. Je ne suis jamais tombé dans ces extrêmes-là, mais je n'étais plus dans ces peurs. Et donc, je faisais ce qu'il y a à faire selon mes moyens, tout simplement. Si on ne pouvait pas ouvrir le magasin, je me rabattais sur la partie Internet, puisque je travaille aussi par Internet. Et puis, ce que je perdais d'un côté, ben, finalement, je l'ai récupéré d'une autre manière. Et voilà, j'ai pu travailler sur mon livre aussi, j'ai pu reprendre un peu le chant, j'ai fait des vidéos, j'ai créé ma chaîne YouTube, bon, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai profité de terminer des petits travaux dans la maison qu'on reporte toujours à demain, tu vois, des finitions, là, des finitions qui duraient depuis 8 ans. Ben voilà, je me suis occupé. Mais surtout, j'ai arrêté de me plaindre, contrairement à beaucoup de gens qui se plaignent. Le petit malheur de la vie et forcément, après, les malheurs arrivent. Tout à fait. Et donc, justement, cette question que je pose en fin d'interview, c'est de savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, avec ton passé, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ton niveau aux entrepreneurs qui aujourd'hui ont la tête dans le guidon, sont stressés, angoissés, avoir cette peur du manque chez un entrepreneur? Je veux dire, ça doit être assez fréquent, je n'ai pas fait de statistiques, mais j'ai eu aussi cette peur du manque pour mille et une raisons. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil par rapport à ton expertise à toi? Ben, déjà, de rien lâcher. Quand on est entrepreneur, il faut des fois savoir tenir un maximum, mais que si vraiment, peut-être se dire dans sa tête, c'est ce que moi je me dis en tout cas, si vraiment demain ça doit foirer, c'est pas grave. On a 2 pieds, on a 2 mains, on peut rebondir. C'est surtout ça. Moi, quand mon fils me dit tu n'as pas peur que demain on fasse faillite à cause de toute la situation du Covid pour l'instant, je lui dis j'ai 2 pieds, 2 mains, s'il le faut, demain on ira vendre des pizzas en Espagne ou des glaces chez les Esquimaux, c'est pas grave. C'est-à-dire de se dire, le plus important c'est la santé. Je ne vais pas te la prendre. Tant qu'on a la santé, le reste va. Ouais. Alors qu'on perd de l'argent ou qu'on fasse faillite, c'est pas grave, tout ça, ce n'est que de l'argent. J'ai appris aujourd'hui que c'est pas l'argent qui va m'apporter le bonheur. Bien sûr, ça y contribue. Si tu veux voyager, tu veux vivre, voilà, il faut de l'argent. Ça, on va pas se leurrer non plus. Moi, j'aime l'argent. J'ai pas de souci avec l'argent, contrairement à certaines personnes qui ont un souci avec l'argent. Et je le vois. D'ailleurs, je les coach un peu en disant, si tu veux accéder à l'abondance, il va déjà falloir revoir ta relation avec l'argent. Parce que si tu penses que tes parents ont dit que forcément tous ceux qui ont du fric, ben, ça doit être des voleurs ou des escrocs. Là, ben forcément, tu vas. Donc, c'est la mentalité. Esprit père riche, père pauvre. Le bouquin que j'ai lu le dit très bien. On peut être riche avec une mentalité de pauvre et on peut être pauvre avec une mentalité de riche. Tout à fait. Et c'est ça, quelque part, le rapport avec l'argent. Mais je dirais, oui, pour répondre à ta question, c'est de rien lâcher. Mais si vraiment on fait faillite ou que ça se casse la gueule, c'est pas grave. On rebondira, et peut-être parce qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend plus loin. Si je m'étais accroché à mon premier commerce, ma librairie, où j'étais à la fin presque à pleurer parce que j'étais en train de faire faillite, et que mon comptable me disait, si tu fais faillite, tu ne pourras plus exercer pendant 10 ans, parce qu'à l'époque, on ne pouvait plus exercer pendant 10 ans, je me suis accroché, je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire un autre job pour pouvoir payer, parce que j'avais acquis cette liberté qui était plus importante en fait que le pognon. Ouais. C'était ma liberté de ne pas travailler pour un boss et de construire ses rêves, mais plutôt construire les miens. Bien, aujourd'hui, je remercie cette faillite, enfin cette presque faillite, puisque je n'ai pas fait faillite, mais cette presque faillite m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai souvent pensé à ça. Si je n'avais pas fait faillite, je serais toujours peut-être un petit libraire de quartier, binoclard avec des grosses loupes là, parce qu'il est tellement usé d'avoir et je m'emmerderais dans ma librairie, parce que déjà je m'emmerdais à l'époque, et aujourd'hui je m'emmerderais. Ici, ça m'a permis de faire d'autres métiers et de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, il faut pas s'attacher. Quand il y a un moment donné, l'univers t'envoie des signes que c'est peut-être plus bon pour toi, il faut savoir lâcher prise aussi. Ça. Et voilà, tout simplement. Oui, parce que quand on lit ton autobiographie, on voit que cette confiance en toi n'a pas toujours été là. Tu l'as construite suite à la succession de ton histoire. Cette force de vie en disant il y a toujours mieux. Je ne peux pas, c'est ce que tu disais au tout début du livre, pourquoi je suis là, mais en tout cas,
je mérite quelque chose de mieux parce que je ne peux pas rester dans cette situation. Et c'est ça qui t'a permis de rebondir à chaque fois et qui est vraiment, vraiment inspirant. Et je recommande tous ceux qui nous écoutent à justement faire le pas, à acheter ton livre parce qu'effectivement, c'est très inspirant. Et deuxièmement, tu le dis également, hein, que tous les bénéfices sont reversés à une ASBL dont on parlera dans un instant. Et donc, la dernière question que j'avais préparée justement parce que en ce moment, avec la communauté que j'essaye de nourrir avec justement toutes ces informations, toutes ces interviews, on travaille sur différents types de stress justement. Et donc, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui à chaque fois t'a permis, selon toi, d'oser te détacher des étiquettes? Parce qu'au départ, ta maman te mettait une étiquette, effectivement, que tu n'étais pas désiré, que tu étais finalement le souffre-douleur, que tu ne méritais pas. Et puis, ça a créé de l'angoisse, ça a créé toute une série d'images, parce que, comme je le disais, quand on s'intéresse un tout petit peu à la psychologie des enfants, on se rend compte que les premières années, on dit toujours, hein, tout se vit avant 6 ans ou 7 ans, mais toi, tu as énormément d'étiquettes. Finalement, quand tu es sorti de prison à l'âge de 20 ans, tu étais rempli d'étiquettes que les autres t'ont mis. Qu'est-ce qui a fait, et c'est ce qui m'a vraiment turlupiné durant ton autobiographie, avec toutes ces étiquettes, comment tu as fait pour émotionnellement, même si tu as été influencé par les autres, comme tu l'as dit, enlever ces étiquettes et dire non, c'est pas moi, et de continuer. Ben écoute, les étiquettes, j'ai essayé de. Bon, je les avais hein, effectivement, mais je me suis dit, ça c'est leur avis, pas le mien. Donc effectivement, oui, j'ai cru que je ne serais jamais rien, tu ne seras jamais rien, mais c'est grâce à eux, c'est grâce à tous ces gens qui m'ont dit, notamment des professeurs, tu ne seras jamais rien. J'avais deux solutions, soit de les croire et devenir rien entre guillemets, soit moi ça m'a mis un coup de pied au cul en me disant je vais vous prouver que vous vous trompez. Et toute ma vie a été faite de ça, de prouver au monde entier, au monde entier peut-être pas, mais prouver à ces gens en tout cas, me prouver à moi-même et prouver à ces gens qui une partie ne sont même plus là aujourd'hui, que oui, je serai quelqu'un un jour, ou disons que j'arriverai en fait à me démerder et à réussir tout simplement. Alors réussir, je ne suis pas devenu milliardaire, on s'en fout, c'est pas le but, c'est de réussir, de faire quelque chose de sa vie tout simplement. Et pas de se dire, bon, bah, puisqu'on m'a dit que je serais toute ma vie un moins que rien, un chômeur, comme on m'a dit, ou un balayeur de rue, malgré que moi j'ai rien contre le balayeur de rue, mais c'est ce qu'on me disait. Bah, j'aurais pu me parfaire dans cette fausse croyance et dire, bon, bah, je vais devenir ce qu'ils m'ont dit que je serais. Non, je me suis dit, je vais prouver que je peux faire autre chose, je peux réussir, avec aussi les passages pas toujours très, enfin, borderline, comme on dit. Et voilà, donc, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est de ne pas croire à 100% ce qu'on m'a dit. Et d'aller voir, à chaque fois, creuser derrière tout ça. C'est ça, donc tu as pris chaque expérience comme étant un moyen de changer. C'est quelque chose qui est visiblement quelque chose de très fort chez toi, hein, parce qu'encore une fois, quand on lit les 2 premières pages, quand j'ai commencé à lire ton livre, je me suis dit, mais je ne vais pas savoir lire tout ce livre, moi. Impossible. J'étais trop touché par ces premières pages, mais après, bon, voilà, ça évolue. On est attaché par ton histoire et on suit l'histoire qui est vraiment inspirante. Et finalement, c'est par le développement personnel que tu as eu les outils, quelque part, pour vraiment te défaire de ton passé, puisque tu en as donné un très bon exemple avec l'arrivée de ces confinements. Donc, tu as pu ressentir l'effet de cet apprentissage grâce à ce voyage. Et donc, tu penses que l'élément central par rapport à cette douleur émotionnelle, c'est de se dire que c'est jamais fixé, c'est jamais. C'est ça, je pense, il faut avoir un esprit rebelle et d'essayer de se dire que c'est pas parce que la vision de quelqu'un a dit que tu seras comme ceci ou comme cela un jour, que tu dois forcément, que c'est de l'acquis, que tu dois l'être. Je pense qu'il faut avoir cet esprit rebelle que j'ai toujours eu, que j'ai encore aujourd'hui. Si on me dit ne fais pas ça, tu peux être sûr que je vais le faire. Parce que c'est comme ça. Pour la période Covid, c'est exactement pareil. On ne va pas débattre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais
Il faut pas me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et Bien aujourd'hui, sûr, je respecte tout le monde, mais voilà. et si aujourd'hui je devais te poser une dernière question, qu'est-ce qui te nourrit émotionnellement? Alors, je dirais dans ce que tu as envie de faire après, parce que encore une fois, on parlait des étiquettes, mais aujourd'hui même, tu as une étiquette dans le monde dans lequel tu as grandi professionnellement, mais tu es prêt à faire autre chose et à changer complètement, de prendre un nouveau costume. C'est probablement tes gènes d'artistes qui font que ben voilà, j'ai été clown pendant 10 ans, maintenant je peux devenir saltimbanque ou que sais-je. Mais qu'est-ce qui te nourrit le plus au niveau émotionnel, qui te pousse à aller Mais écoute, peut-être la reconnaissance que je ne me suis pas octroyée depuis autant d'années, c'est-à-dire j'ai toujours été dans l'ombre. Oui, j'ai réussi dans mes petites affaires, mais j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur qui était là. Il me disait non, tu seras rien. Donc même si tu es devenu quelque chose, non, ça marche pas, ça va s'écrouler du jour au lendemain. Donc je n'avais pas cette légitimité, je ne me donnais pas cette légitimité parce que c'est pas les autres, c'est toujours ça vient de soi. Et c'est moi-même qui étais mon propre saboteur. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir ce livre aussi. Et aujourd'hui, je pense que je me découvre une nouvelle passion, c'est me mettre en lumière. c'est ça, Alors, pas en lumière point de vue narcissique, mais c'est oser être authentique. c'est ça. C'est ce que beaucoup de gens me disent d'ailleurs quand ils discutent avec moi. Tu es quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui est sûr de toi. Et là, je dis détrompez-vous. Je ne suis pas sûr de moi. J'ai mis des masques toute ma vie, faisant semblant que je suis sûr de moi pour me protéger, pour me défendre depuis tout petit, parce qu'il fallait que je montre que je n'ai pas peur. Mais aujourd'hui, ces masques, j'essaye de les laisser tomber. Effectivement, j'ai une certaine assurance parce que, à force de mettre des masques, ben, ils s'intègrent à toi. Mais j'essaye d'enlever et d'être le plus authentique possible, comme je le fais maintenant, où c'est pas, voilà, on n'a rien peaufiné à l'avance, on n'a rien écrit, on le fait à l'impro, c'est ce que j'aime aussi. Même si je bafouille, si je cherche mes mots, c'est pas grave. C'est comme ça, au moins c'est au naturel. Et je pense que voilà, je vais vers ça aujourd'hui, d'être le plus authentique possible. Peut-être de faire, oui, du coaching, peut-être de faire des séminaires, pourquoi pas. Je ne sais pas à quoi ça va, cette vie, enfin, cette seconde vie va m'amener. En tout cas, oui, je suis un tournant de ma vie. Ça, c'est arrivé à 50 ans avec le développement personnel où je me suis dit, attends, de nouveau, il y a la balance. Je ne renie pas mon passé au niveau business parce que ça paye mes factures et ça les paye bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller plus vers la lumière, mais plus pour aider les gens, plus pour coacher les gens, peut-être avec mon histoire, plus pour aider des entrepreneurs, comme tu le dis, ou comme toi, tu le fais très bien aussi, hein, dans la nutrition et dans le sport. Voilà. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais je sais que j'ai envie de changer et de remettre mes affaires à mon fils qui, lui, va continuer le travail. Parce que voilà, il faut garder cette abondance. Mais moi, j'ai envie d'aller vers d'autres choses et être plus, peut-être, oser, oser m'octroyer la lumière que je ne me suis pas octroyée pendant toutes ces autres années ou que les gens m'ont pas permis d'être. Voilà. Donc, c'est, oui, vers le domaine artistique, chanter, faire du théâtre, faire plein de choses où je suis devant la scène, on va dire ça comme ça. Et voilà, et donc je trouve ça extraordinaire, c'est magnifique. Même si tu ne sais pas exactement quelle tournure ça va avoir, tu l'as, en tout cas, comme tu l'as également noté ta biographie, c'est avoir cette pensée qui va projeter à l'avenir ce que tu as envie d'être, et puis après, le chemin, ben, il prendra la direction qu'il prendra. Voilà, je connais le gros de la route. Après, je ne sais pas les petites intersections qu'il va y avoir qui vont m'amener à gauche, à droite. Moi, je dis toujours, je vais à droite. Si ça va pas, ben, on va à gauche. On essaye comme la tête, la torpille qui cherche son chemin. Voilà, je ne sais pas. Le but final, je ne sais pas, comme on dit souvent dans la maxime qui dit, c'est pas le but qui est important, c'est le chemin. Le Et chemin. voilà. Wow. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça, en plus de ton livre, hein, qui, je le répète, tu ne seras jamais rien, est disponible à la fois sur Amazon en version Kindle, à la fois en version papier. Si les gens ont envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais, te suivre un petit peu justement dans tes prochains projets, s'ils veulent t'écouter sur scène le jour où tu le seras, où est-ce qu'on peut le plus facilement suivre tes nouvelles?
Alors, soit sur Instagram, sur mon propre nom, Joël Demeest, sur mes pages Facebook, du même nom, Joël Demeest. Donc, je ne me cache pas, parce que ça aussi, c'était une de mes peurs, liée à mon business. Je me disais, tiens, une fois que je vais sortir mon livre, sans le mettre sous un pseudo, comme on m'avait conseillé au début de mettre un pseudo, les gens vont peut-être lier mon business à mon passé, vont peut-être faire l'amalgame des deux et peut-être me juger de nouveau. Et c'est là que je me suis dit, finalement, je m'en fous. Ceux qui jugent, en général, on n'est jamais jugé par plus haut que soi, on est souvent jugé par plus bas que soi. Donc, si c'est plus bas, je m'en fous. En général, je dis ceux qui ont fait mieux que moi ou qui sont plus haut que moi au niveau carrière, ils n'ont pas le temps de regarder ce que je fais. En tout cas, ils n'ont pas le temps de me critiquer. Moi, en général, je critique pas Richard Branson ou des gens comme ça. On va plutôt critiquer. Donc voilà, donc je me suis dit, on s'en fout, on signe, je signe de mon nom. C'est aussi ma part de lumière que j'accepte à ce moment-là. Et donc, on peut me retrouver, oui, sur Facebook, Instagram, pour l'instant, ou alors via mon livre, ou il y a mon adresse email où on peut m'écrire aussi. Tu parlais d'une chaîne YouTube aussi? Une chaîne YouTube, mais où là, je l'ai lancé il y a déjà quelques temps, mais c'est plus pour la partie chanson, Okay. où je poste certains de mes reprises, puisque je ne fais que des reprises pour l'instant, au niveau de la chansonnette. Mais ça n'a rien à voir avec le livre. Ok, tout à fait. Ok, mais je mettrai toutes ces coordonnées alors dans la description de la vidéo. Donc, tout grand merci à toi, Joël. Est-ce qu'on peut éventuellement parler un tout petit peu de la SBL, justement, que tu soutiens avec les rentrées du livre, en un mot? Bien, en un mot, donc là, ça s'appelle l'ASBL Bonne Aventure, Bonne Arrivée, pardon, je me trompe. L'ASBL Bonne Arrivée, oui, c'est ça, je vérifie, hein, parce que Bonne Arrivée, voilà, c'est noté sur le livre à l'arrière. C'est-à-dire l'ASBL dont je te parlais tout à l'heure, qui est présidée par Christelle Dumont, qui organise donc des voyages en Afrique, au Togo, au Burkina Faso et d'autres endroits pour l'aide à l'enfance, pour aider les enfants dans les villages retirés, qui ont des fois été, par exemple, des femmes qui ont été violées et qui sont rejetées de certains villages. Et donc, elle va chaque année organiser des voyages avec des personnes d'ici, donc des Belges, pour aller, la dernière fois, on est parti avec 500 kilos de bagages pour aller distribuer des médicaments, des vêtements, pour les enfants dans les villages retirés, des matériaux scolaires par exemple aussi. Et elle s'occupe de cette SBL via la Belgique avec une autre association là-bas directement dans les pays concernés. Et donc voilà, et donc j'ai décidé, parce que j'avais aussi un blocage, de sortir ce livre pensant que les gens pourraient dire tiens, il fait encore ça pour le fric en plus. Alors, ce n'est pas du tout le cas, puisque, comme on l'a dit au début, c'est mon autobiographie. Et donc, pour débloquer encore ça, parce que j'arrive à déjouer chaque fois mon ego quand il essaye de m'emmerder, j'ai dit, bon, bah, puisque c'est ça, puisque je m'en fous du fric, en tout cas pour le livre, je vais reverser tous les bénéfices du livre à l'association Bonne Arrivée, donc, qui s'occupe de l'enfance défavorisée en Afrique. Et aussi en Belgique, bien sûr. Oui. Ok, en tout cas, bravo pour cette autobiographie, parce que comme tu le disais tout à l'heure, en étant un homme du business, ben, effectivement, signé avec ton nom, c'est bien la preuve que tu es authentique, que tu, comme tu dis, montres ta part d'ombre à la lumière. Ça fait partie effectivement de chacun. On a tous cette double face, hein, ombre et lumière. Donc, à travailler chacun de son côté, parce que parfois on se sent tout petit par rapport à ce qui se passe au niveau du monde. Mais si chacun pouvait déjà travailler et balayer devant sa porte, comme on dit, je pense que on aurait un monde bien meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, peut-être en ce qui te concerne plutôt que moi en tout cas. Un tout grand merci Joël. On n'aura pas encore l'occasion de se croiser physiquement très bientôt, mais je te souhaite bon succès dans tous les nouveaux projets. Je continuerai à suivre un peu tes aventures parce que c'est très inspirant. Et je pense qu'entre entrepreneurs, il faut pouvoir comme ça, même si les domaines sont tout à fait je dirais, différents. Opposé, oui, voilà, c'est opposé, mais pas opposé. Hein, finalement, on n'est pas opposé que ça. Hein. Non, on est entrepreneur, on a une mission, on a une envie de partager, quel que soit je dirais, le service ou le produit. Et donc, voilà, j'apprécie beaucoup ta disponibilité.
À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Donc, je le répète, un interview par semaine d'un entrepreneur qui met sa santé au cœur même de son business plan et une fois par mois en anglais pour les mêmes raisons. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions sous cette vidéo, à contacter Joël si vous avez envie d'en savoir un peu plus et également de me contacter si vous avez des informations à avoir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, salut. Merci David.